Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Il aura fallu du temps et 2 prises pour qu'il soit effectif, mais je suis heureux de vous dire, en ce début d'année 2019, bienvenue pour un nouveau numéro de French Big Ballers, le 5e de la saison. Et on change pas une équipe qui gagne, et qui perd d'ailleurs. Et je suis toujours accompagné de Nas. Nas, comment ça va ? Salut Clément, salut Adrien, salut tout le monde. Moi ça va très très bien, un petit peu fatigué, mais on est là. Et puis, comme tu dis, dans la victoire, comme dans la défaite, et surtout dans la défaite en ce moment. Adrien, est-ce que ça va mieux depuis la dernière fois où tu étais en dépression avec l'OM et les Lakers ? Oh bah écoute, 2 victoires de suite pour l'OM, ça va hein. Ouais, c'est vrai qu'on touche du J'ai bois. arrêté les cachets, ça va. On va revenir sur l'actualité des Lakers, messieurs, puisque ça en est passé des choses depuis notre dernière conversation. Avec notamment au niveau du roster, puisque le duo Magic Pelinka a décidé de se retourner les manches et d'offrir à Los Angeles un rafraîchissement de la face, en commençant par l'obtention d'Anthony Davis, l'ancien intérieur de la Nouvelle-Orléans. Oui. Oui, on m'informe en régie que Dell Dems est un enculé, que ce deal ne s'est pas fait. Autant pour moi. Donc, un feuilleton qui aura enflammé la sphère NBA, messieurs. Est-ce que quelqu'un veut nous rappeler les faits ? Allez, rapidement. Du coup, Magic a tout simplement proposé la ville de Los Angeles ainsi que tout le roster de la franchise des Los Angeles Lakers à Dell Dems pour AD. Non, après, plus sérieusement, ouais, une grosse offre proposée dès le départ. Alors, je l'ai plus tout à fait en tête, mais je crois que c'était Kuzma, Ingram, Rondo, Stephenson et Beasley. Vous me corrigez si je me trompe. C'était à peu près ça, ouais. Après, voilà, donc les négociations ne se sont pas passées comme prévu. Le but était bien évidemment, on le rappelle, de racheter en fait 1 an et demi de contrat entre guillemets d'Anthony Davis. Sauf que Dell Dems avait les yeux plus gros que le ventre, c'est le cas de le dire. Et puisqu'il... Ouais. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il a aussi voulu nous scotcher un salary dump de son vieux joueur flingué qui est Solomon Hill. Résultat des courses, beaucoup d'offres qui ont fuité dans les médias, beaucoup d'opposition même finalement entre Woj et le clan LeBron, entre autres, dont fait partie Anthony Davis d'ailleurs, pour finalement un résultat absolument catastrophique, puisque Anthony Davis n'est pas un Laker et que ça a foutu quand même un petit coup au moral des joueurs concernés par les rumeurs de trade, qui sont finalement à peu près tous les joueurs du roster à l'exception de LeBron. D'ailleurs, on en reparlera, mais on l'avait particulièrement vu au match contre les Pacers de mémoire, c'était. Et voilà. Désolé, j'ai pris un peu ton rôle, Clément, mais bon, c'était pas plus mal pour une fois. Non, c'était un parfait résumé des choses. Un parfait résumé des choses, et puisque, et de toute façon, c'est une question qui intéresse les gens. On a beaucoup parlé de l'avenir des jeunes. Du fait qu'on soit peut-être détesté par la Ligue. Est-ce que, Adrien, tu voudrais rebondir avant qu'on évoque ces questions-là qui ont été posées sur notre Twitter ? J'avais peut-être plusieurs points à soulever. Tout d'abord, on va dire quand même que cette affaire-là est un fiasco complet. Même si, au niveau des offres qui ont fuité, moi, j'aurais toujours un doute sur la fameuse offre max, si c'est vraiment l'offre max. Et dans cette fameuse offre max dont a parlé Brad Turner du LA Times, qui est vraiment celui qui a mené la danse au niveau des rumeurs chez les insiders, combien de pics de draft aura lâché Magic en offre max ? Ça, je sais pas jusqu'où il est allé. Mais le premier point, non, c'est un fiasco total. Et si le but des Pelicans c'était de se venger, de faire passer pour un con le duo Majinka, tout en foutant le bordel dans le vestiaire, c'est gagné. C'est gagné sur tous les points et on a pris une leçon. Et c'est pas bon, quoi. Parce que le pire, c'est que c'est le dénouement, ou plutôt le non-dénouement de ce trade, c'est peut-être le point le plus positif de la trade deadline. C'est de se dire qu'on n'a pas trop lâché, qu'il n'a pas appuyé sur le bouton « Ok, j'envoie tout le monde » pour un joueur, même s'il est très très fort, mais ça restera juste un seul joueur. Je vais pas faire de l'autopub pour l'article que j'ai écrit pour QI Basket, mais j'en fais un petit peu quand même. Mais je maintiens que Zo et Kuzma ou Ingram plus Kuzma avec des pics, ça doit être notre off max. C'est plus fort que Tatum, même s'il y en a qui pensent que Tatum c'est un super joueur, potentiel All-Star et compagnie. Moi je pense qu'il y a une mécompréhension sur le potentiel de ce joueur. Donc si New York ou si Boston veulent aller dans une bataille des enchères cet été, qu'ils y aillent. Mais nous non.
ou non. C'est très bien comme ça, il ne faut pas qu'on en envoie 3. Et je pense que c'est l'autre point, si vous voulez, qu'on aborde ensemble, c'est comment ce front office considère nos jeunes joueurs. Et là, je trouve que c'est très, très, très inquiétant. Bah écoute, moi je te rejoins complètement. La question que j'avais posée justement avant que tu l'abordes, c'était votre point de vue, en tout cas par rapport au package qui était proposé à la fin, qui est sorti dans les médias. Donc, on rappelle, c'était les trois jeunes stars, on va dire, les trois jeunes dominants. Chez nous, c'est Ingram, Kuzma et Lonzo. Plus KCP, plus de tête, il y avait Zubac et Beasley, plus 3 pics. Je pense qu'on a tous les trois réagi sur le compte de différentes manières, mais est-ce qu'on est plutôt raccord pour se dire que c'était beaucoup trop? Putain, mais ouais. En tout cas, pour un an d'Anthony Davis, même si il apprécie apparemment assez Los Angeles pour pouvoir prolonger derrière, contrairement à Boston. Oui, non, mais c'est ça le truc en fait. Vraiment, c'est ce qui est finalement en fait le vecteur même d'espoir entre guillemets. D'ailleurs, excuse-moi, j'enchaîne un peu sur l'avenir éventuellement d'Anthony Davis. Anthony Davis a envie de jouer aux Los Angeles Lakers aussi. Faut pas, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est pour ça que là, évidemment, pour moi, on allait véritablement se dépouiller, tu vois, en envoyant les trois joueurs. Alors, t'as dit star. Moi, je suis potentiel star, on va dire, et voilà, et joueurs majeurs et jeunes à fort potentiel, parce qu'ils ont les trois chacun à leur façon un fort potentiel. C'était beaucoup trop, et je pense qu'Adri est d'accord avec moi sur le sujet, tu vois. Beaucoup trop. Et comme je disais, ce qui me pose vraiment problème, c'est comment le front office évalue les jeunes joueurs. Alors, tu vois, on en parlait en off, mais on disait un peu, tu vois, quand même, on fait le bilan du niveau des journalistes de Sipers Cannon Roll, qui est globalement, enfin, je trouve décevant et qui était aussi globalement décevant dans la couverture du trade de Davis. Mais il y a eu un papier de Sabrina Merkant, si j'écorche pas son nom, qui était pas mal. C'est que là-dessus, elle disait que oui, vraiment, ce front office sous-évalue systématiquement la valeur des gamins, et on le verra au-delà de l'affaire Davis. Et c'est vrai que si tu refais le bilan un peu de tous les gamins qu'on a fait partir, enfin que Magic et Pelinka ont fait partir, t'as quand même un arrière qui pouvait taper du 15-5-5 et qu'il considérait limite comme un contrat boulet. Oui. On s'est servi d'un All-Star maintenant pour juste faire du salary dump, et on a laissé partir pour rien du tout un poste 4 poste 5 qui pour moi est top 10 dans sa catégorie. Oui. Et là, tu vois, c'est la même chose pour les trois autres, enfin pour les trois meilleurs jeunes de notre effectif. C'est juste de la chair à canon pour monter un blockbuster trade. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Je m'en fiche à la limite que tu déçoives le fan en disant bon, tu envoies les gamins avec lesquels tu avais monté de l'espoir et tu as envie de gagner avec eux. À la limite, ok, c'est pas grave. Mais c'est pas ça. C'est que au moins, considère-les avec un brin de valeur pour pas te faire enfler dans les futures négociations. C'est ça le truc en fait. C'est ça. C'est que lui, quand tu le vois déjà dès la première offre qui va te balancer Kuzma plus Ingram plus des tas de trucs à côté, il envoie un message fort, le mec, en disant bah en fait. Vous savez quoi, moi concrètement, vulgairement, je m'en fous de ces jeunes-là. Prenez tout ce que vous voulez, juste donnez-moi Anthony Davis, tu vois. Et ça fait peur non seulement pour le trade pour Eddie, ça fait peur aussi pour d'éventuels autres potentiels trades, tu vois. Et effectivement, on va même en reparler parce qu'on a balancé Zubac et Beasley contre, du coup, c'était... le spoil, désolé. Voilà. Bon, Zubac, c'est pareil, il était revenu en forme, mais quelle valeur avait-il aux yeux du FO pour qu'il le balance lui, plus Beasley? Voilà, rien. Tu vois, moi, dans mes cauchemars les plus fous, je me dis que Magic et Pelinka sont capables de laisser partir Ingram pour rien. Oui. De refaire une Randle, tu vois. Ils sont capables de se dire, non, mais on va pas lui balancer 18 ou 20 millions, tant pis. On garde le cap space et voilà, on voit ce qu'on fait avec. Ils sont capables, hein. Si c'est comme ça que tu les considères maintenant, alors tu es tout à fait capable de faire un truc comme ça. Mais d'ailleurs, rapidement, je pense que à mon avis, vous l'avez peut-être pas vu celle-ci parce que moi, je l'ai vu sur Insta. Il y a eu une sortie de Magic là, après le match contre Philadelphie de cette nuit, justement par rapport à ce fiasco du trade, etc. Et alors, on aurait pu croire, grâce à l'article de Brad Turner, qui expliquait qu'en fait, Magic allait voyager avec l'équipe pour discuter avec les joueurs concernés par le trade, etc., avoir des discussions ouvertes. Bon, ça, visiblement, c'était que du blabla, parce que moi, quand je me suis bien intéressé à ce qu'a dit Magic, et donc pendant 2 minutes, il parle à des journalistes. Et qu'est-ce qu'il leur dit à ces journalistes? Il leur dit arrêtez de prendre ces jeunes pour des bébés, parce que ils ressentent finalement, enfin, ils se sentent comme des bébés, entre guillemets, à cause de vous, en fait, à cause des médias et à cause des journalistes. Et là, tu dis, en fait, vraiment, il en a rien à foutre, quoi. Il en a rien à foutre. Non, mais vraiment, littéralement, tu vois, il dit, ils sont professionnels, ceci, cela. Effectivement, il a une part de raison, dans le sens,
bon, c'est la NBA, tu vois, quand tu débarques en NBA, tu sais que tu peux te balader d'une franchise à une autre. Maintenant, ils dévalorisent encore plus ces joueurs qu'ils ne le faisaient déjà pendant la période de la trade deadline, alors que la trade deadline est passée et qu'il a vraiment aucune raison de faire une sortie comme celle-ci. Et c'est là que tu te dis, putain, mais mec, franchement, mais où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va, tu vois? On va vers un nouveau trade cet été, puisqu'il y a une question qui nous a été posée sur l'avenir pour Kuzma, Ball et Ingram, de Polkin, c'est ça. Et je pense que sans trop de questions, on va revenir à la charge pour Anthony Davis. Oui. Et les trois vont refaire partie de l'offre, je pense. Et bon, voilà, c'était pour répondre à la question de Polkin. Est-ce que vous voyez autrement? Est-ce que vous voyez un autre scénario cet été Non, moi je pense que si ils étaient prêts à à faire all-in cet hiver, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas à nouveau à la trade deadline ou en juillet. Mais à la limite, allez, faisons-le. Faisons-le pour qu'un autre GM fasse cette bêtise-là et donne beaucoup plus que ce qu'il devrait donner. Tant pis, voilà, tu vois. Après, honnêtement, par rapport à cet été, ça va aussi énormément dépendre de Kyrie Irving, en fait. Ça va être lui le facteur X de ce trade pour moi, tu vois, pour cet été. C'est sa décision, en fait. S'il décide de rester à Boston ou de partir pour, par exemple, les Knicks, c'est ça, en fait, qui va vraiment être le médiateur de ce qui va se passer cet été. Parce qu'en réalité, si Kyrie se barre, Boston ne fera pas le move pour un an entre guillemets de rental de AD, et là on aura la porte ouverte, et là Dems il aura juste à baisser son froc et accepter la première offre qu'on lui donne, tu comprends. Du coup ça va aussi beaucoup dépendre de Kyrie à mon avis. Non, c'est une donnée essentielle pour l'offre que pourrait donner Henge. Mais à la limite je dirais que allez, même si Henge veut aussi faire un all-in, qu'il le fasse. Vas-y, envoie ton Tatum plus Brown plus 3 picks plus Smart plus Horford. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. De toute façon, dans le pire des cas à mon avis, il dit on l'aura quoi qu'il arrive à l'été 2020 de toute façon. Donc, après il faudrait juste prévoir 40 millions de cap space en 2020. Absolument. Mais ouais. Bon courage, hein, mais bon après, on n'y est pas encore, mais non, on n'y est pas encore, mais bon. Mais il faudrait être créatif pour les trouver. C'est vrai. Une question qui a été posée toujours par rapport à ce trade, c'était celle de Kaka Kaiser qui avait demandé, je cite, comment vous expliquez que toute la ligue nous déteste, les histoires de tampering, toute la ligue qui fait pression sur Dems pour pas qu'il nous file AD. On sait que c'est important d'entretenir des bons rapports pro avec les autres. Comment changer notre image? Est-ce que, comme lui, vous percevez une certaine aversion de la part de la Ligue et des autres JM par rapport aux Lakers, Nas? Moi, je dirais que oui. Je sais pas ce que tu en penses, Adrien, mais moi, je suis un peu d'accord avec lui. Ouais. Et d'ailleurs, pas mal de journalistes l'ont souligné quand même. Pas mal de journalistes Lakers l'ont souligné. Ils ont souligné que c'était pas simplement le fait qu'on soit le gros marché par excellence, mais on est le gros marché avec les manigances de Rich Paul derrière. C'est ça qui nous font qu'on est la cible numéro 1 de tout le monde. Oui, c'est vrai. Et tu as des trucs, comment dire, et ce qui fait que tu as un traitement véritablement asymétrique. On va dire que bon, c'est une sorte de. Pas pour faire du complotisme pro Lakers, c'est pas ça. Mais si Magic ou LeBron prennent une amende pour du tampering, alors le proprio qui dit ah oui, mais AD, ça serait une super recrue, lui, il doit aller en tôle, tu vois. Bien sûr. Vous pas faire dans le deux poids deux mesures. Non. Et là, donc, tu vois que oui, il y a vraiment une. Voilà. Si les Lakers vont faire le moindre écart, ça sera payé cash. Mais bon, c'est de bonne guerre. Hein. On n'a pas entendu de follow-up, entre guillemets, de suite au propos du mec des Bucks qui a déclaré voilà, ce que tu disais c'était à une radio, je crois, de mémoire. C'est ça? Ouais, mais ça vient de tomber juste à l'instant, il y a 10 minutes. Donc en gros, $25 000. Oui, quand même. Voilà, $25 000 pour avoir dit en gros que son but c'était, il a espéré de voir des joueurs comme Anthony Davis et d'autres qui aient envie de venir jouer à Milwaukee. Bon, on rappelle que Magic a pris une amende la dernière fois en disant que Giannis Antetokounmpo était un futur MVP et allait gagner des titres, quoi. Voilà. Aux Bucks. Voilà, c'est ça, aux Bucks. Ouais. Qui a gagné des titres aux Bucks et tu prends une amende pour ça, quoi. De qui se moque-t-on? Carrément. Après, tu sais que maintenant les règles c'est ça. Donc à toi d'être malin. Si tu te rappelles, en 2010, t'as quand même une nouvelle négociation du CBA qui a été vue à l'époque déjà comme un CBA anti-Lakers. Eh ben, ça n'a pas empêché Mitch d'arriver avec l'été derrière. Tu peux rapidement expliquer ce que c'est que le CBA? Excuse-moi, je te coupe. Oui, alors le CBA, c'est l'accord de toutes les règles de la NBA. Toutes les règles de trade, de contrat, tout ça, donc c'est rassemblé dans la convention, la convention collective de la NBA. Et ben, ça n'a pas l'empêché d'arriver l'été plus tard avec une super offre pour avoir et pour choper Chris Paul dans les nouvelles règles. Donc il faut être malin. Oui, on a eu Chris Paul. Mais bon, après, ça encore une autre. Mais
pour l'idée de est-ce qu'on est mal vu, après, donc voilà, il y a cet environnement-là, mais le fait d'avoir Pelinka, je pense pas qu'on soit si mal vu auprès d'acteurs clés, par exemple les agents, à part un, où on a clairement rompu les relations avec lui, donc l'agent de Randall et de Dirgio. Mais sinon, il me semble que les relations sont plutôt bonnes avec les autres. Et dans sa communication, lui, il est quand même assez. Il est plutôt sobre, hein, quand même. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Il surjoue pas. Et donc, du coup, ça, c'est bien pour notre image. Voilà. Non, c'est clair. Bah, améliorer notre image, si déjà on pouvait, entre guillemets, arriver à contrôler Rich Paul, ce serait déjà un bon point, tu vois, pour répondre à ta question. Maintenant, est-ce qu'on peut contrôler Rich Paul ? Ça, c'est la question à $1 million, et moi, je crois pas qu'on puisse, honnêtement, tu vois. Parce qu'il faudrait savoir si, en coulisses, est-ce que Rich Paul, quand il parle à Magic, à Pelinka, il dit pas, bon, écoutez, les gars, vous la fermez parce que moi, je vous ai donné LeBron James. Tu vois, est-ce que c'est ça ? Comment c'est perçu ? Tu vois, comment la signature de LeBron, ou la venue de LeBron est perçue en interne ? Ça, bon. Ça, nous, on n'a pas les infos sur ça, malheureusement. Voilà. On passe à la suite, messieurs. La suite des opérations. Bah oui. Puisque les Lakers fans ont de quoi se rassurer. Une star peut en cacher une autre. Et le front office a décidé de pallier l'une des carences du roster, à savoir le tir lointain. C'est pas comme si on l'avait évoqué ici et là depuis début juillet. Mais elle a récupéré le fleuron des Detroit Pistons, Reggie Bullock, le swingman spécialiste du tir lointain. Et pour contenter la franchise du Michigan, on a envoyé un deuxième tour de draft et Sviatoslav Mikhailuk, qui rejoint donc Anthony Brown et Thomas Bryant à la liste des jeunes joueurs qui auraient pu avoir un rôle en sortie de banc si on acceptait de les laisser plus de 30 jours à un rookie pour montrer ce qu'il vaut. Mais bon, il ira satisfaire le banc de Détroit. Votre avis, messieurs, sur ce deal, du coup, récupérer un joueur free agent d'ici 3 mois ? Ouais, moi je vais la prendre la parole, et t'as un peu tout dit dans ta présentation. Le problème, c'est pas Bullock en lui-même. Tu vois, t'es dernier de la ligue aux 3 points ou presque, tu fais venir du tir dans ton roster, bon, ça va, c'est un bon mouvement. Le problème, c'est la contrepartie. Tu donnes Svi et un pick. Soit c'est 2 assets de moyen terme que tu donnes contre un contrat expirant pour aider juste LeBron dans cette campagne de playoff, si tant est qu'on les fait. Donc, dans un monde idéal, tu dois lâcher l'un ou l'autre. Tu vois, je me serais dit, ok, c'est ou Svi ou un pick. Bon, c'est les deux. Et je me dirais quand même, dans un monde encore plus idéal, comme tu le dis, c'est que tu parviens à développer Svi, dont le skill set doit être équivalent à ce que t'apporte Bullock. Bon. Tu sais, ça me rappelle, je sais pas si vous jouez à ce jeu-là, à Championship Manager. Tu vois, non. Championship Manager, c'est une simulation d'entraîneur au foot. Et tu vois, les mauvais entraîneurs, les mauvais joueurs, en gros, tes joueurs, ils perdaient de la valeur parce que tu n'arrivais pas à maintenir leur stats. Alors, t'étais obligé de faire des recrues pour prendre d'autres bons joueurs au pic de leur stats et qui eux-mêmes après devenaient mauvais. Et j'ai peur qu'on fasse ça, tu vois. Ouais. Tu vas voir que Bullock, autant chez nous, il va faire là, et tu vois, il est au pic, tu vois, 38-39% en carrière, et avec nous, ça va faire 35, 30, 32, 30, bref. Voilà. On lui souhaite pas en tout cas, mais. Bon, après, on a beaucoup de systèmes de jeu qui peuvent mettre Reggie Bullock en valeur. Oui, on peut en parler aussi. Hein. Oui. Là, c'est ce que tu partages cet avis sur ce deal. J'ai rien de plus à dire. De toute façon, on a pu le voir sur un match. C'est vrai que c'était que le premier match. Moi, je lui laisse encore quand même un petit peu de temps avant de commencer à voilà. Maintenant, bon, on l'a vu sur le premier match. C'est vrai qu'on en avait discuté avec le compte des Pistons FR, qui pour lui était un bon défenseur. C'est vrai que Adrien. C'est vrai que bon, les stats disaient le contraire clairement, et ce premier match à Philadelphie a un peu confirmé ce qu'on arrivait à lire dans les stats, c'est-à-dire que voilà, il est pas extra, il est pas nul, mais il est voilà quoi, il est pas terrible. Allez, on va dire que c'est un premier match. Allez, on va dire que c'est un premier match, mais c'est vrai que pour un premier match c'était difficile. Plus tard, là c'est un premier match. Maintenant, non, voilà, pas grand chose de plus à dire. On lui souhaite de réussir, et puis c'est tout, quoi. Bon, à titre personnel, comme tu l'as dit, Adrien, le départ de Svi et d'un second tour de draft, je trouve ça assez élevé comme prix à payer pour récupérer Reggie Bullock. Mais je pense que c'est une bonne recrue et qu'il a de quoi nous faire rêver, parce que déjà c'est du spacing en plus, c'est toujours bon à prendre pour nous. Mais c'est surtout que capillairement, je respecte quand même l'hommage qui est fait à une autre légende d'Angelino, c'est Jordan Hill. Voilà. Donc je tiens à souligner Reggie Bullock. Ou Alfred Payton. Ouais. Non, on va rester sur Jordan Hill, c'est quand même plus valuable.
Deuxième mouvement, messieurs, puisque Magic Johnson décroche son téléphone et contacte Jerry West. Tu sais que ça va bien se passer. Et tu sais que ça va bien se passer. Hein, tu sais que ça va bien se passer. Ça. Tu vois, quand Magic appelle Jerry West, tu sais que ça va bien se passer. Ouais. Jerry West qui continuait ses manigances en se dégageant encore du cap supplémentaire, en récupérant des assets contre Tobias Harris, dont Mike Muscala. Mike Muscala qui débarque donc aux Lakers 2 jours plus tard, en échange d'Ivica Zubac et Michael Beasley. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut commencer à commenter ce trade? Allez, si tu veux. Vas-y, Adrien. Moi, je dirais que Muscala, c'est un peu la même chose que Bullock. Tu vois, tu dis, ok, t'as compris quelles étaient les faiblesses du roster, tu combles avec lui. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup quand il était remplaçant de Horford et Millsap à Atlanta. Oui. Après, quand l'équipe était en reconstruction, puis quand il est parti à Philly, bon, c'était un peu moins ça, un peu plus compliqué. Mais voilà, là, sans parler tout à l'heure, c'est la contrepartie. T'as Zubac, quoi. Zubac, il est au pic de sa valeur. Tu vois, le mec, ça fait 2 ans qu'il est à la cave en NBA. Là, Luke Walton, par un miracle, tu demandes d'où ça vient, a réussi à remonter sa cote. Et donc, la contrepartie max que tu peux avoir avec lui, c'est juste un contrat aspirant d'un mec qui shoot à 34% à 3 points. C'est ça? C'est ça ce que tu arrives à faire avec un joueur comme Zubac? Et non content de donner Zubac, tu donnes Beasley, c'est-à-dire le mec dont tu as absolument besoin quand ton coach a 0 idée en attaque. Typiquement le jour, tu fais tiens, prends la balle et vas-y, fais un truc. Voilà, c'est ce qu'on fait, hein. Et lui ça marche. Et tu te prives de cette arme-là. Bravo. Voilà, impeccable. D'autant que pour Beasley, en plus, c'est même un peu plus profond que ça, parce que à mon avis, c'est par rapport à l'embrouille qu'il a eu avec Walton, on en parlait en privé, mais je pense que ça n'a pas du tout joué en sa faveur. À mon avis, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils l'ont évacué, tu vois. Ce qui est dommage, hein. Moi j'aurais bien aimé qu'il lui casse la gueule une fois pour toutes et puis qu'à la rigueur ils prennent même le rôle de coach, tu vois, Beasley, hein. Ils donnent pas pour toutes, comme ça au moins Michael Beasley coach le joueur, moi ça m'allait très bien, hein, tu vois, jusqu'à la fin de la saison en intérim ça m'allait très bien. Mais voilà, non mais oui, trade bizarre quoi. Tu donnes Zubac comme tu disais, Adri, on va pas en parler beaucoup, qui marchait entre guillemets vraiment sur l'eau. Moi Muscala, après en soi c'est toujours pareil, le joueur en lui-même j'aime bien, dans le sens il apporte du spacing et c'est cool, on en reviendra toujours. Pourquoi dans ces cas-là pourquoi est-ce qu'on reprend un 5 maintenant alors qu'on pouvait prolonger Brook Lopez, ça c'est la question toujours, tu vois. Là tu m'as voilà. Ouais. Maintenant oui, bon, ok. Putain. Mais le problème moi ce qui me dérange avec Muscala, c'est que c'est un joueur qui va beaucoup être dans du catch and shoot, qui a des bonnes stats, qui a eu beaucoup de bonnes stats dans sa carrière en catch and shoot, mais en catch and shoot, honnêtement, je vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir lui trouver des catch and shoot en fait à ce mec. Je veux dire, avec notre seconde unit désastreuse, incapable de créer quoi que ce soit, comment est-ce que vous voulez que ce mec arrive à avoir des catch and shoot à 3 points? Mais je sais même pas comment c'est possible, quoi. Ouais, je vais te souligner un autre souci, c'est que c'est bien d'avoir pris un stretch 5. Oui. Mais alors pourquoi tu fais jouer 4 contre Philly? Non mais oui, contre Philly, il joue 4, oui, c'est vrai, en plus, c'est clair. Mais du coup, tu te dis, ok, bon voilà, on a fait venir ce mec, il est capable de shooter. Pour ça, on a balancé 2 bonnes assets quand même. Enfin, alors assets, c'est un bien grand mot, mais pour Beasley, en tout cas, deux joueurs qui contribuent, en tout cas, qui apportaient leur pièce, tu vois. Et bon, résultat, t'as Muscala. Moi, Muscala, c'est comme Bullock, je lui souhaite de réussir avec nous. Mais je sais pas quoi, c'est chelou. Non, c'est très chaud. Ouais. Et tu vois, tu le disais, t'as reparlé de Brook Lopez, mais le gros souci, nous, évidemment, on avait dit le problème, on l'avait vu dès le mois de juillet. T'as d'autres personnes qui l'ont souligné aussi sur Twitter dans les articles, c'est que tous ces problèmes-là, on aurait dû les résoudre en juillet, avant. À partir du moment où Paul George nous met un vent, on a le contrôle total sur un marché asséché. C'est-à-dire on pouvait prendre qui on voulait. Voilà, littéralement. On n'était pas obligé de faire du KCP à 12 millions, du Rondo à 9 et compagnie. On pouvait adresser nos problèmes. Quand tu vois, surtout, tu parles de Brook Lopez. Brook Lopez, il part pour la biannuale. C'est 3 millions, c'est rien. T'as Brook Lopez dans ton effectif aujourd'hui, je pense pas qu'on tire la gueule comme on la tire maintenant. Hein. Non, mais c'est clair. Le mec, il shoot mieux, il défend mieux, il poste mieux que tous nos pivots réunis, et pour 3 millions. Merci. Non, mais oui. Mais de toute façon, ça, c'est ce que Reed soulignait. En fait, ce que Reed soulignait, c'est qu'en fait, on a dilapidé notre fric, en fait. On a fait n'importe quoi avec notre fric cet été. C'est pour ça que quand tu me dis Muscala, moi, je veux pas voir autre chose que Brook Lopez, en fait. Tu vois, je vois sa tête, mais en fait, tout de suite, il y a la tête de Brook Lopez qui apparaît, qui fait, c'est bon. D'autant qu'en plus, Brook Lopez avait été productif avec les Lakers, en fait. C'est ça qu'on a véritablement tendance à oublier, c'est qu'il a eu un bon passage aux Lakers, honnêtement. Et je vois pas pourquoi on n'a pas continué avec lui, quoi. Tu vois?
pour faire venir Muscala au mois de février, quoi, tu vois. Bon. Du coup, transition facile pour une question qui m'a été posée par Pierre Game et qui dit notez sur 10 le travail de Magic depuis son arrivée. Honnêtement, hein, très franchement, c'est même très dur de lui créditer la signature de LeBron parce que franchement, je pense que LeBron, à mon avis, il avait bien prévu de venir, tu vois. Après, noter sur 10, non mais j'ai pas envie d'être méchant, mais moi je mettrais 2 sur 10, quoi. Je veux dire, je sais pas. Moi je prends, alors je suis désolé Nas, mais moi je prends ton contre-pied total. Moi je mets un 8. Moi, je mets un 8 à Magic, et je suis pas ironique, hein, mais c'est juste pour LeBron, tu vois. C'était le plan A. Il a tout fait pour dégager du cap space. C'était le plan A, c'est rempli. Tu ramènes le meilleur joueur du monde, et donc je peux pas être méchant dans ma note. Mais par contre, tu fais venir LeBron, mais tu l'entoures avec des tocards. Mais elle est où la victoire, tu comprends? Ouais, je sais, mais c'est LeBron quand même, tu vois. Par contre, à partir de cet été, selon ce qu'il fait cet été, là, la note, elle pourra descendre très, très, très fortement. Mais là, c'est juste qu'on a le meilleur joueur du monde dans le roster. Et mais c'est juste pour ça que je mets. Et il fait ses stats et il est bon. Il est pas à son pic, mais il joue bien, tu vois. Et ton équipe, elle est située où finalement, elle est située où là? Elle est située dans. Oui. Bah, tu vois, je sais pas que c'est pas terrible, mais voilà, c'est aussi ça moi que je regarde, tu vois, c'est sur notre bilan comptable pour une première saison de LeBron avec un bon LeBron, elle est quand même pas terrible jusqu'ici. Et il a finalement pas été blessé si longtemps que ça, tu vois. Donc c'est que tu te dis quand même, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème au moment où on l'a entouré? Et en fait, si, il y a eu un problème au moment où on l'a entouré. Moi, je peux te dire que quand on a signé LeBron, j'étais très content, mais quand j'ai vu que derrière, ça nous a balancé des Maggie, des Stephenson, des Rondo, là, je me suis dit, putain, mais ouais, ok. Okay. Maggie encore, ça allait. Tu disais que ça Maggie encore, ça allait. Maggie en backup, ça allait. Ouais, en backup, c'est ça. En backup, on n'avait pas tout compris à l'époque. Ouais, mais à l'époque, on n'avait pas tout compris. Là, après, on va en parler, je pense, tout de suite, mais tu m'enlèveras pas aussi de l'idée que on a en décembre, tu vois, l'équipe tourne. Elle tourne en décembre, et donc tu arrives à ce match contre les Warriors et regarde ce qu'on leur met, quoi. Non, mais je suis d'accord. Regarde, on les déglingue. On les déglingue chez eux. Hein. J'attendais pas celle-là. Et tu dis, bon, ben, on est capable de faire ça. Ma foi, en playoff, je te dis pas le titre, hein, j'ai pas dit ça, hein, mais je dis, ma foi, en playoff, on sera pas ridicule. Tu vois, quoi qu'il se passe, on sera pas ridicule en playoff. Là, maintenant, avec mon discours, c'est pas le même. C'est si on fait les playoffs, c'est bien. Tu vois. Bah oui, c'est ça le truc. Donc, je te dis, moi Magic, rien que le fait d'avoir mis ce mec-là, ça a quand même changé le destin de ta franchise. Donc, non, mais c'est vrai, mais moi, je lui enlève des points parce qu'il a déjà pas viré Walton depuis le temps, tu vois. Voilà, ça, par exemple, tu vois, typiquement. Voilà. Alors, si tu veux, je mets 8 parce qu'il a mis LeBron, mais à partir du moment où tu as gâché l'année 1 de LeBron, après, tu ne dois pas te forer sur l'année 2, 3 et 4 de ce mec-là. Non, mais ok. Voilà, ouais, c'est mon discours. Non, mais ouais. Okay. Personnellement, je pars sur un 5, je peux pas mettre plus que ça, même s'il a signé LeBron, et c'est vraiment ce qui fait rehausser la note. La gestion, que ce soit tes jeunes signatures cet été et à la trade deadline, c'est impressionnant. C'est abyssal, quoi. Quand même, vous méritez pas tous nos fans. Hein. Non. Que Anthony Davis s'intéresse aux Lakers pour alors les termes précis qui ont été cités par Rich Paul et son agence, c'était pour jouer le titre et être dans une équipe compétitive. Donc pour Anthony Davis s'intéresse à LA avec ce front office là, c'est vraiment quand même qu'il a envie de venir. Il a quand même une aura et qu'il a un intérêt émotionnel avec la franchise, parce que putain, moi je me jette pas ça, je me dis pas je vais re-signer dans cette équipe avec ce front office là. Non, mais il est pas professionnel, Magic, franchement. Cette histoire de trade avec Demps, se faire rouler comme ça dans la farine comme un bleu là, comme ça, non mais c'est n'importe quoi. Franchement, après, c'est n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui tournent sur lui aussi, sur le fait que c'est un mec qui bosse pas trop, quoi. Bah ça m'étonne pas, tu vois. Ça, tu vois, j'en ai pas entendu parler, mais ça m'étonne pas. Ça circule. Ah ouais, bah écoute. Il est pas trop présent, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais. Et ça me rappelle où tout le monde disait Jim Buss, il est jamais là. Ouais, bon. Bah en fait, on a aussi beaucoup tous taillé Mitch, même aussi. Et finalement, tu vois, je me dis. Ouais. Bon, Mitch bossait. Mitch a fait une belle connerie en 2016. Oui, Mozgov, oui. Mais Mitch bossait. C'est dingue. Et puis Mitch a fait du bien ailleurs aussi, tu vois, ailleurs qu'aux Lakers. Magic, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose et c'est pas mal de merde. Mais bon, bref, c'est pas grave. Après, c'est vrai que tous les avis sont bons à entendre. Hein. C'est vrai que peut-être qu'avec deux, je suis brutal. Mais moi, vraiment, cette gestion des jeunes, la façon dont on a, entre guillemets, conditionné LeBron pour sa première saison aux Lakers. Je veux dire, putain, on a LeBron et regardez comment ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe. Et tu te dis, putain, tu le fais jouer. Mais franchement, vous avez vu la gueule de notre seconde unit? Mais non, mais franchement, quoi. Non, mais
On pourrait croire qu'on a une seconde unit, on pourrait croire qu'on a la même seconde unit qu'une équipe comme les Warriors qui a un All-Star, qui a un 5 All-Star dans son 5, tu vois. Mais nous, on n'a pas un 5 All-Star dans notre 5, on a que LeBron qui est All-Star, entre guillemets, tu vois, et on a une seconde unit qui est vilaine et qui est nulle, tu vois. Bon, bref. Après, on abaisse Rondo en seconde unit, quand même. Rondo, best Lonzo. Mais il est mal utilisé, il reste mal utilisé. Oui, non mais oui. Si tu veux, on a quand même eu un entraîneur qui a réussi à un peu faire bien jouer une équipe avec Marshall, tu vois. C'est vrai. Donc tout est possible, hein. Tout est possible. Tout est possible. Est-ce qu'on passe au bilan, histoire de se redonner le sourire, messieurs? Bah oui, grave. Bah allez, c'est parti. Comme le dit si bien le vieil adage, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est l'amer constat que les Lakers fans ont pu se faire dernièrement avec la blessure du meilleur joueur de la ligue, Lonzo Ball. Le 25 décembre dernier, LeBron a quitté ses compagnons d'infortune au milieu du troisième quart-temps de la rencontre face aux Warriors pour une blessure à l'aine. Après un seul play, comme quoi il faut se donner en défense, les gars, et de manière continue, sinon on se claque. Les Lakers achèvent les Dubs dans un match mémorable, mais la suite, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle sera beaucoup moins reluisante avec 5 victoires et 8 défaites, une symptomatologie claire et établie, mais qu'aucun docteur ou gourou, qu'il soit Beach Boy d'Arizona ou apprenti hustler du Michigan, ne parvient à endiguer. On revient sur cette période noire, messieurs. Allez. Qu'est-ce qu'il y a à dire, Adrien? C'est loin. Pourquoi ressasser le passé comme ça, Clément, hein? Non, mais oui, allez, il a le mérite de vouloir couvrir le maximum de cette saison haletante. C'était moche que ça en pouvait plus. Tu perds ton meilleur joueur, ta première arme offensive, l'âme de ton équipe. Ça pouvait être que moche. Ouais. Bon, en vrai, c'est vrai que c'est tellement loin, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je sais pas ce que t'en penses toi, Clément, même d'ailleurs. Je pense que moi, peut-être que les gens seraient ravis d'avoir ton avis sur ce stretch. Moi, je tenais à souligner, et j'ai évoqué ce sujet pour une seule chose, notamment, c'est que LeBron s'est blessé, les Lakers sont totalement chutés en attaque. Kuzma, Ingram et compagnie ont bien tenté d'éteindre l'incendie, mais c'était le bordel. Par contre, en défense, les Lakers étaient remontés à la 4e place au defensive rating, avec 107.1. Et à cette date, et en tout cas depuis la blessure de Lonzo, les Lakers sont descendus à la 29e place. Eh oui. Bah écoute, malgré le retour de LeBron. Bah oui, non, mais c'est pas étonnant. Donc du coup, on passe directement avec les derniers matchs, là, avec le retour de LeBron. Non, mais déjà, peut-être qu'on devrait déjà encore renfoncer les portes ouvertes par rapport à Lonzo Ball et dire qu'il faut respecter Lonzo Ball. Il faut le respecter. Enfin, je veux dire, là, la stat, elle parle d'elle-même. 4e avant sa blessure au defensive rating. Et là, on est 29e. On était 27e, je crois, avant le match contre les Sixers. Et là, on a encore chuté 29e. Ouais. Évidemment, quand tu prends 143 points, on risquait pas de... Voilà. Mais effectivement, on perd Lonzo Ball. Lonzo Ball, il est perçu par beaucoup d'insiders, pas forcément orienté Lakers, comme étant l'un des meilleurs guards. Donc, guard qui comprend meneur et arrière défensif de la ligue, pour ne pas dire le meilleur. Et bah, écoutez, messieurs, je pense que ça se voit maintenant. Ouais, ça se voit... Ouais, vas-y. C'est le meilleur au périmètre parce que c'est le meilleur et au périmètre et en plus en défense. Parce que comme à contrario d'autres meneurs qui sont très forts au périmètre, lui quand il switch, il se fait pas manger par la taille de l'intérieur ou de l'ailier, parce qu'il est grand. Contrairement, tu vois, des joueurs comme Holiday ou Smart qui sont peut-être plus durs et plus forts que lui au périmètre, dès que ça switch, ils sont plus en difficulté que Lonzo. Ouais, c'est vrai que Lonzo, tu le vois empêcher des joueurs, des ailiers, voire des ailiers forts. Tu le vois vraiment les faire galérer, quoi, tu vois. Parce qu'il a les mains aussi très actives et vu qu'il a la taille, c'est tout de suite plus facile, quoi. J'avais aussi 2 stats à ajouter pour ajouter de l'eau à ce moulin-là. J'avais regardé un petit peu nos top line-up sur le defensive rating. Donc j'avais mis quand même un plancher minimum de 20 minutes pour qu'on ait 20, tu vois, les rotations pétées de Luc l'ajusteur. Et donc dans le top 5 des line-up défensives, Lonzo y est 4 fois. Et dans le bottom 5, donc les pires line-up en défense, il y est 0 fois. Ouais. Et la deuxième stat aussi, c'est que je la tire d'un outil qu'a mis au point B-Ball Index, qui est un outil qui mesure l'impact on-off d'un joueur sur l'ensemble des joueurs. Et donc Lonzo, lui, il impacte positivement tous les joueurs en défense. C'est-à-dire que tous les joueurs défendent mieux quand il est sur le terrain que quand il ne l'est pas. Voilà, ça veut tout dire, tu vois. C'est ça, ouais. C'est l'âme défensive de l'équipe. Tu l'enlèves, on est perdu. C'est ça. Et c'est vrai que là, dernièrement, quand on parle de défense,
Il y en a un qui est un peu sorti du lot, je trouvais. C'est Brandon Ingram finalement, qui a quand même, faut le dire, depuis son arrivée aux Lakers, depuis sa draft, qui a toujours montré un petit quelque chose en défense. Il a jamais été le défenseur lockdown qu'il était en NCAA, faut le dire, en NBA. Il n'a jamais été, il a jamais tenu son niveau NCAA en NBA, ce qui est finalement pas si étonnant que ça. Mais là dernièrement, il s'est mis à défendre. Et donc on l'a vu contre Kyrie, contre Boston, de mémoire il le maintient à 2/7 au tir et il provoque littéralement vraiment 2 ballons perdus, ce qui est quand même pas mal parce qu'on pourrait vite croire que Kyrie va s'amuser avec un joueur qui a la réactivité latérale d'Ingram, parce que c'est un joueur beaucoup plus grand que lui, etc. Et Kyrie est un joueur qui a des mains très rapides, etc. Mais non, il l'a vraiment gêné. Et hier soir, il a énormément gêné Butler. En fait, il l'a même pas gêné. Butler a fini pas avec un pourcentage dégueulasse hier sur la partie, parce qu'il a eu beaucoup de lay-up ouverts, et aussi surtout il s'est amusé avec notre seconde unit. Mais quand Brandon Ingram était sur Jimmy Butler n'avait pas le ballon. Et quand Jimmy Butler prenait la balle et que Brandon Ingram était sur lui, il la passait instantanément. Et moi, j'ai vu le match et je peux vous dire que vraiment, c'était flippant. Butler ne voulait pas attaquer Brandon Ingram hier soir. Il a réussi à l'attaquer, à lui mettre peut-être 1 ou 2 paniers dessus. Mais c'est vraiment le grand maximum, quoi. Tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et tant mieux. C'est bien qu'il step up en défense, même si c'est insuffisant. Et de toute façon, on en reparlera pour le bilan des matchs récents. Je suis d'accord avec toi. J'ai envie d'assister un peu peut-être sur le match de Philly, parce que là, on va avoir vraiment vraiment les clés de nos problèmes actuels. La rotation avec laquelle il démarre du Walton hier, ok, elle peut être intéressante sur certains points, mais en défense, c'est évident que tu vas prendre l'eau. Tu peux pas avoir juste un joueur qui est à peu près capable sur la défense sur l'homme. Les 4 autres sont je vais pas dire des poids, mais en tout cas la défense c'est clairement pas leur truc. Bullock ça ne l'est pas, LeBron ça ne l'est pas trop, Kuzma ça ne l'est pas, et Maggie aussi. Et Maggie il est un trompeur sur les stats. C'est pas parce qu'il va caler 2-3 blocs. Pareil, tu regardes son impact en défense, c'est excessivement mauvais. C'est vraiment le négatif de ce que peut faire Lonzo. Absolument, ouais. Donc tu commences avec ça, sur le terrain, c'est évident que tu vas prendre l'eau. Et c'est pas possible. Quand tu as un entraîneur, tu vois, parce qu'après, il faut on va un peu cartoucher celui qui doit être cartouché. C'est quand tu as un entraîneur qui n'optimise rien, aussi bien en attaque qu'en défense, ça veut dire que tu es talent dépendant et pas système dépendant. Et tu mets du talent du non-talent défensif sur le terrain, et tu auras de la non-défense. C'est ce qui va se passer avec le Walton. Donc ils prennent une décision. Ça, c'est une chose de dire d'aller dans les médias après en disant on a perdu notre homme défensif, certes, mais on remet en question tes rotations. Remets-les en question. Remets-nous Josh Hart, par exemple, avec Ingram, et peut-être que ça va changer 2-3 trucs sur les rotations et la hargne qu'on va avoir au périmètre, ou sur la résistance que tu vas avoir à l'intérieur quand ça va switch, tu vois. Mais on en revient au même problème, hein. On a un entraîneur qui est limité. Non mais ouais, carrément. J'allais citer Adrien justement que du coup nos 3 meilleurs joueurs, en tout cas que ce soit visuellement ou dans les stats qui peuvent être confirmés, les 3 meilleurs joueurs en défense, ça va être Lonzo, Josh Hart, quand bien même ce dernier fait preuve de maladresse sur certains close-out où le mec il concède un nombre de il a un problème de lecture, mais il fait des efforts et ça se retranscrit dans les stats. Et Ingram, du coup. Et t'as tes 3 là. T'en as un qui est blessé. T'en as un, tu le fais pas jouer, tu le benches pour pouvoir mettre Bullock dans le 5 et faire jouer Stephenson et KCP en seconde unit. Et après, t'as l'autre qui est un peu tout seul au milieu soit des vieux qui veulent pas bouger, soit des jeunes qui essayent tant bien que mal malgré leurs difficultés comme Kuzma, quoi. Mais voilà, il est un peu seul. Et j'ai senti un petit brin de... Vas-y, Adrien. Non, j'ai rien à dire sur Kuzma, enfin pas tout de suite, mais et après tu peux pas te plaindre à la presse, parce que moi si tu te plains à la presse de ça veut dire que t'as même pas identifié les soucis. Lis ta feuille de stats, quoi. Qu'est-ce qu'il fout ton adjoint au stats avancé, hein, Marc Madsen, envoie un peu les feuilles là et analyse ce qui se passe. C'est pas juste de la bonne volonté ou un déclic psychologique qu'il faut trouver. Non, t'as un vrai problème de talent là. Tu peux avoir toute la volonté du monde quand t'as Maggie qui est pas capable de tenir. Mais Embiid, il lui a fait du sale sur combien? 5, 6, 7 possessions. Ouais. Putain, mais j'ai même pas compté le nombre de fois sur lesquels Maggie a envoyé Embiid à la ligne des lancers francs. Mais peut-être, je pense d'ailleurs que Maggie a dû prendre 5 fautes de mémoire et il a envoyé 5 fois
Embiid, il a mordu sur 5 feintes, en fait. Il a envoyé 5 fois sur la ligne, tu vois. Quand derrière, t'as Chandler qui se fait éclater pareil, bah là, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et en fait, là, à ce moment-là, en fait, c'est littéralement quand on s'est rendu compte que, et quand d'ailleurs, je pense que ça s'est même ressenti, même d'ailleurs sur le terrain directement, quand les Lakers se sont rendus compte qu'en fait, Embiid, il allait s'amuser, que ce soit avec Maggie ou que ce soit avec Chandler, et qu'en fait, on pouvait rien y faire, et qu'en fait, on n'avait aucune solution à proposer, bah, à ce moment-là, le match, il a été perdu, quoi. Il a été perdu dans toutes les têtes des joueurs des Lakers, il était gagné dans toutes les têtes des matchs des joueurs des Sixers, tu vois. C'était fini. Donc, comme tu disais, t'as Josh Hart et t'as Ingram qui sont capables de défendre. Dans un match contre les Sixers où le démon a plusieurs têtes, comme on dit, tu vois, t'as plusieurs menaces offensives, t'as Butler, t'as Ben Simmons. Pour Ben Simmons, en l'occurrence, hier, il a été nul. Nul. Il n'a pas été efficace, tu vois, sur les tirs. Et heureusement d'ailleurs, parce que LeBron lui laissait beaucoup d'espace, et je t'avoue qu'il y a eu des moments où j'avais quand même un peu peur, tu vois. LeBron a pris ça sur le ton de la rigolade. Moi, je l'ai pas trop pris sur le ton de la rigolade, tu vois. Pendant le live tweet, j'ai pas trouvé ça marrant. Mais bon, bref, ça c'est chacun son truc, tu vois. Et bah derrière, t'as Embiid, voilà, il suffit que tu joues contre une équipe qui a des gros talents offensifs, des gros arguments offensifs à faire valoir. Et malheureusement, Ingram tout seul, il est pas capable de tout faire, quoi, tu vois. Tobias Harris aussi, putain, qui nous met la sauce. Oui, et Tobias Harris, excuse-moi, je l'ai complètement oublié, mais Tobias Harris, effectivement, qui nous met dans une sauce, mais bref. Et donc, tu vois, par rapport on va pas se mentir, hein. Là, on va serrer les fesses jusqu'au retour de Lonzo, et c'est lui à nouveau qui va nous remettre sur le droit chemin dans l'équilibre global de l'équipe. Alors, soit on se décide, bon bah tant pis pour la défense, et alors ça va être juste une stratégie de outscore l'adversaire à chaque fois. Et c'est ambitieux. Après, quoi. Tu sais, c'est ambitieux, surtout ce que j'ai trouvé hier qui était vachement intéressant, c'était de sortir à la fois LeBron, Kuzma et Ingram en même temps. Ça a vachement bien fonctionné. J'espère que ça se reproduira. C'était un spectacle mais magnifique. J'ai vraiment apprécié de voir ça. Bah, tu vois ça, t'as entraîné. Bah oui, et c'est là où tu reconnais le génie de l'entraîneur qui est dans le 3e percentile de l'optimisation de talons en attaque. Voilà. Non mais je veux dire que quand on a commencé à voir Stephenson, Rondo qui était dans un très mauvais soir, tu lui allies en plus de ça donc Lens qui commence à faire ses vieux dribbles pourris là, à la ligne de fond. Il pense qu'il va pouvoir attaquer, il tente le drive, il voit que ça bloque parce qu'il est sur quelqu'un qui est plus grand que lui. Il pense qu'il va kick, sauf qu'il kick en fait dans les mains du premier défenseur des Sixers qui était bien placé, tu vois. C'est là que tu te dis putain, mais ouais, c'est ça, exactement, horrible. Et Rondo aussi, Rondo qui tente des finitions de l'enfer. Ah oui. Oh là 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 là. Rondo qui balance le ballon. Il balance des ballons à 4 mètres tu vois, en l'air, et Inch'Allah, ça va tomber sur la planche et ça va retomber. Oh, yo. Mais tu vois, hier, on a une belle démo. Ouais. Mais tu vois ça, tu fais bon, allez, vas-y, c'est pas grave, fais une caricature de spray pick and roll à chaque possession avec Rondo avec la balle et tu mets 4 shooters autour et on s'en fout. Vas-y, fais ça. Et plutôt que ce simili basket qu'on a essayé de faire face à Philadelphie. Mais en fait, il y avait aucun plan de jeu. Moi, à la rigueur, s'il avait même décidé de faire un 5-out hier, tu vois, j'aurais dit allez, bah pourquoi pas. Fais ça. Faisons un putain de 5-out, tu vois. Et tu fais que du drive and kick. Tu fais drive and kick. Mais franchement, à un moment donné, il y aura un gars qui aura un tir semi-ouvert au périmètre et tu prends. Allez, et on fait ça pendant 30 minutes, je m'en fiche. Ça sera mieux que ce qu'on a produit hier. Du coup, ça m'amène une question, messieurs, puisque là, on est en train d'enchaîner les résultats en dents de scie, avec une super performance à Indiana où on prend 40 pions, une victoire à Boston à l'arraché, une défaite où on prend 20 points à Philadelphie. Il y a une question qui nous a été posée par Bastien. PO ou pas, selon vous, playoff, ou on regarde la draft à la télé? Ça dépendra en fait. Pour moi, vraiment, ça va dépendre de quand est-ce que Lonzo va revenir en fait. Ça va dépendre de combien encore va traîner sa blessure, tu vois. 4 semaines ou 6 semaines. C'est ça. Voilà. En fait, ça va vraiment. Ça va être tight. Pour moi, on ne les fera pas. Enfin, je préfère me dire qu'on ne les fera pas. Mais si on a une bonne surprise sur un retour de Lonzo planifié pour pas trop tard, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que notre calendrier, il va pas être très tendre à l'avenir et il va pas l'être jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Du coup, ça va être chaud quand même. En début d'année, les projected wins basés sur le PIPM ne nous mettaient pas en playoff. Et après le trade, elles nous le mettaient encore moins en playoff. On a réussi à s'affaiblir sur les projected wins avec la trade deadline.
Donc ouais, non, c'est pas. Mais moi, j'ai envie d'y croire quand même. J'ai envie d'y croire parce que moi aussi. même s'il faudra un run énorme, à mon avis, LeBron va quand même s'énerver, va dire non, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible que je fasse pas les playoffs pour ma première saison dans l'Ouest. Donc il va s'énerver. Lonzo va revenir. Et soyons optimistes que et les Kings ou les Clippers, voire les deux, s'écroulent un petit peu. Ouais. Voilà. Donc je vais dire oui, mais ça va être juste. Et le problème, c'est que au 25 décembre, tu pouvais te dire bon, allez, on va taper le 4e ou le 5e de la ligue. Là, on va taper les Warriors. Donc le premier tour, ouch. Ouais, on va se faire évacuer vite fait, bien fait. Même. Les Warriors ou Denver, d'ailleurs, c'est en train de se resserrer. Il y a San Antonio qui a la même nombre de victoires que. Je préfère largement Denver. Non, oui, moi je préfère largement Denver. Sans vouloir t'offenser, Clément, mais. Non, moi aussi. On connaît ton attachement. Ouais, bon. Non, mais on connaît ton attachement pour les Nuggets, mais je préfère les Nuggets à l'équipe composée de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green et DeMarcus Cousins. Ouais, pareil. Gary Harris vous fera payer cette insolence. Messieurs, question directement reliée au play-off, à l'accession en play-off ou non d'ailleurs. Puisqu'en fait, il y a donc, si j'ai bien dénombré, il y en a quatre personnes qui nous ont posé une question sur Walton. Donc Julie Régé, Lucas, Playmobil et Ludovic Conreur qui ont évoqué l'avenir de Walton. Est-ce qu'il est sérieusement sur un siège électable? Par qui le remplacer? Est-ce qu'on s'en sépare cet été ou est-ce qu'on s'en sépare dès aujourd'hui? Il y a un petit problème dans la question qui est Luke Walton serait-il sur un siège éjectable? Il y a un problème de question, c'est parce qu'il manque la temporalité. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est l'été prochain? Parce qu'on sait déjà que Magic et Pelinka n'en veulent pas. C'est pas leur choix de coach. Et en ce moment, il est juste protégé par Jenny Buss. C'est pour ça qu'il n'a pas encore sauté. Donc, si c'est pour la cour de saison, pour moi, je pense pas. Par contre, il passe pas le mois de juillet. Ouais. Voilà. Alors ça sera le nouvel engagement de Lakers France Voyance. Mais il passe pas le mois de juillet. Luke Walton prolongé pour 3 ans. Putain. Non, mais je sais pas ce qu'il fait à Jenny, moi, pour avoir ses faveurs comme ça. Enfin, si, tout le monde sait très bien ce qu'il fait à Jenny, pardon. Non, à part ça, plus sérieusement, ouais, moi, honnêtement, je serais d'avis de ne pas le virer tout de suite maintenant. Parce que de toute façon, si c'est pour se taper Jason Kidd ou Mark Jackson, je préfère à l'arrière qu'on finisse avec. Oui, non, mais si, quand même, Mark Jackson, non, merci, tu vois. Je préfère quand même qu'on finisse avec Luc. Maintenant, ouais, est-ce que j'ai envie qu'il reste après cet été? Ça, non. Je pense que, comme disait Adri, rapidement, à mon avis, c'est le même avis du FO. Je pense qu'il commence quand même à se rendre compte que il a quand même une période où c'était assez chaud pour lui là pendant la saison, où il y avait eu des fortes rumeurs qui disaient que Magic n'en voulait plus, etc., etc. Et après, il a commencé à gagner. Après, il a commencé à gagner, effectivement. Enfin, il a commencé à gagner. LeBron a commencé à gagner. Mais voilà, à voir. Mais là, tout de suite, maintenant, je pense pas qu'il soit sur un siège éjectable, en ce qui me concerne. Et peut-être qu'on s'avance un petit peu sur les manœuvres de l'été, mais aussi au niveau des cibles, parce qu'on a eu une question, il me semble, qui nous demandait qui on voudrait à la place. Alors, je regarde qui est disponible cet été. Il me semble pas qu'il y ait un choix évident comme pouvait l'être Budenholzer qui voulait partir d'Atlanta. Je suis pas sûr qu'il y ait un gars qui sera dans la même situation que lui. Et alors, si ce choix-là d'évidence n'est pas là, je pense qu'il faut prendre celui qui est chargé de l'attaque chez les Spurs cette année. Voilà. Juste regarder l'efficacité des Spurs cette année en attaque avec le roster qu'ils ont. Normalement, c'est une équipe qui, selon moi, devrait ne pas jouer les playoffs. Ils y sont largement. Donc voilà, il faut prendre un gars du système Spurs. Voilà, c'est ça. Ou une fille du système Spurs. Non, mais ouais, le truc aussi, c'est qu'aussi, il faut, entre guillemets, et ça, c'est un peu dommage avec notre FO, selon moi, après ça, c'est vraiment mon avis personnel, pour moi, ils vont vouloir un nom, entre guillemets, clinquant, qui en jette, quoi, pour remplacer Walton. Je les vois mal. Justement, tu vois, ramener entre guillemets un nobody qui a énormément bonifié les Spurs, par exemple. Moi, je le vois mal se passer comme ça. Moi, je le vois bien. Oui, vas-y. Toute la question, elle va dire non, d'accord, mais comment tu définis le clinquant du point de vue Magic? Le clinquant du point de vue, ouais, bah, c'est-à-dire une célébrité, quoi. Tu vois, un mec. Pour moi, Magic, moi, j'ai l'impression qu'il réfléchit comme un gamin, ce mec, quelque part. Tu vois, est-ce que Jason Kidd, pour toi, c'est du clinquant selon Magic? Non, si, en fait, si, je sais pas.
Tu vois, Là, je vais m'offrir un moment de frisson, là, messieurs. Est-ce que le clinquant, est-ce que ça commencerait pas par Van Gundy? Ouais. Bah, c'est typiquement la signature d'un nom, illustre nom passé, mais qui a plus. C'est ça. Lequel de Van Gundy? Oui, lequel, ouais. Ouais, Stan, on est parti sur Stan. Stan. Jeff a pas recoaché, donc. Ouais, après, est-ce que Stan aurait envie de venir aux Lakers? Ça s'est pas dit non plus, tu vois. Moi, ça me foutrait les boules aussi parce que c'est pas un coach que j'aime particulièrement, tu vois. Bon, c'est moins pire que Kidd quand même, faut le dire. Mais non, mais voilà, moi c'est vrai que comme je te dis, vraiment, moi Magic, je le vois mal vraiment signer un nobody ou donner voilà une chance à quelqu'un qui a pas ce passé, que ce soit en coach ou même en termes de joueur en NBA, quoi, tu vois. Et ce qui est bien dommage, hein, parce que des coachs très bons et pas connus, il y en a beaucoup, il y en a même limite beaucoup plus que des coachs connus qui savent vraiment y faire. Mais c'est Magic Johnson, faut pas l'oublier, les gars. Hein, ce serait bien qu'ils prennent peut-être un petit coach du côté de Michigan. Voilà. Enfin bref. Qui connaît très bien un de nos rookies. Hein. Les pauvres. Non, mais arrêtez, non, on va pas ramener un coach. C'est un des meilleurs tacticiens de la NCAA. Évidemment que tu dois le ramener. Tu vois, je préfère ça que Mark Jackson ou d'autres tocards de la même espèce. Tu vois. Pas un Wolverine encore. Pas encore. Laissez-les tranquilles. Non, moi, ce que je veux quand même, c'est que dans le processus, que ça parle basket, tu vois, que les mecs interviewent je sais pas, une ribambelle de candidats et que ça parle basket et que ça monte du projet basket. Je veux juste que ce soit sur ce critère-là que ça fasse la décision. J'ose espérer, tu vois. Bah, c'est pas avec Jason Kidd que ça va se passer, en tout cas. Voilà. Je te jure, je préférais, plutôt qu'un choix comme Jason Kidd, ramène Byron, tu vois, je m'en fous. Mais pas Jason Kidd. Tu sais que franchement, limite pareil. Hein. C'est un peu radical, mais je suis limite d'accord avec toi. Il est capable. Hein. Ouais. Après, niveau déclaration, Luke Walton n'a rien envie à Byron Scott, quand même. C'est rien. Pire déclaration d'après-match. Là. Vraiment. Hein. Ah oui, non, mais carrément. C'est fini, hein, la meilleure coiffure, peut-être, c'est tout. La lune de miel de communicationnel, non, c'est fini, ça. Ouais. Putain, on repart sur le présent, messieurs. Allez. Donc, on a évoqué les coachs de juillet, mais il reste quelques matchs à jouer. On repart sur les pronostics. Ah, les pronostics. J'ai pas fait les scores, par contre. Sur le podcast qu'on n'a pas enregistré. Il me semble que je suis étincelant, là. Parce que comme j'avais parié sur un peu plus de victoires que vous. Ça s'annonce mal. Mais j'ai pas les scores, là. Donc, en attendant qu'on le calcule tout bien, on repart à plat. On fait sur les 3 prochaines semaines, vu qu'il y a le All-Star Break. Ouais. Allez, on part. On commence. Ah, mais vraiment, on va les compter. Atlanta. Atlanta chez eux? Ouais. Ah, ça y est, j'ai nos pronostics de la semaine précédente. Atlanta chez eux, on les tape pour moi. On gagne. Pareil. Ensuite, c'est réception des Rockets, juste après le All-Star Break. Défaite. Ouais, défaite. On va pas beaucoup se départager. On est très réaliste. On est très terre à terre. Celui-là, il est pas facile. Hein. Victoire aussi. Ouais, victoire. Superbe. Déplacement à la Nouvelle-Orléans. Putain, lui, il est dur à pronostiquer. Défaite. Victoire pour moi. Victoire. Alors, je pense que j'ai inversé celui de Memphis et de la Nouvelle-Orléans, puisqu'après, on rejoue la Nouvelle-Orléans, mais à la maison. Ok. Victoire. Ouais. C'est qui m'a dit défaite à la Nouvelle-Orléans? J'ai pas fait gaffe. Nas? Ouais, ma défaite pour moi à la Nouvelle-Orléans. Mais victoire à la maison, par contre. Ok, victoire à la maison pour tout le monde. Et réception de Milwaukee. Défaite. Non, mais ça c'est défaite, ça. Ça, c'est Pardon défaite. Réception de Milwaukee. Ah, si tu veux te démarquer, c'est maintenant. Allez, victoire. 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 Juste avant, il te dit ouais, à moins qu'on fasse une grosse série, on ne sera pas en PO. Là, pour le moment, on est parti sur du 5. T'as mis qu'une défaite, c'est ça? T'as mis qu'une défaite. T'es vraiment taré. Hein. Putain. Et ensuite, déplacement à Phoenix. Non, mais c'est victoire quand même. Ouais, victoire. Faut pas abuser. Victoire aussi. Ok, on fera les comptes à la fin. Moi, j'ai mis 2 défaites, non, du coup. Ouais. Oui, c'est ça. T'en es à 3. 3 défaites. 3. Ok. Ouais, 3, j'en ai mis 2, moi, et Adrien en a mis 1. Okay. Non, j'ai 2 défaites, moi. Rockets et New Orleans à l'extérieur. Toi, t'en as qu'une, toi. Ah non, j'en ai 2 aussi. T'as mis qui comme deuxième? Rockets et Milwaukee à la maison. Ah, d'accord, je crois que t'as mis Lakers, d'accord. Ok, bon, on fera les comptes, en tout cas, si le podcast est publié cette fois-ci. On saute au flop, messieurs. Allez. Ouh.
Qui veut commencer? On commence avec les tops. Allez. Ouais. Bon, bah, Adrien. désolé. Ah, Pardon. Bon, ok, vas-y, Adrien. Adrien. D'accord, super, je vous le vois là. Alors. Moi, mon top, Bah, évidemment, oui. c'est le buzz orbiteur de Rondo. Voilà, il est là, mon top. Quoi. Oui, bah, Et je vous emmerde. non, mais fair enough, hein. Franchement. Non, parce que non, je suis désolé, mais il n'y avait pas grand-chose à retenir de positif ces derniers temps. Mais alors celui-là, oui, ça, c'est vraiment positif. Ah, mais carrément. Surtout, genre, en plus, juste après la deadline, quoi, tu vois. C'est le genre de match qui fait plaisir, tu vois. Non, mais complètement. Bah, du coup, j'embraye rapidement. Pour moi, BI. Pour moi, BI. Clément dans le mal. Clément dans le dur. Non. Ah non, t'as ton top, toi? Ouais. Ouais, pour moi, BI. Parce que comme d'habitude, tout le monde lui crache dessus gratuitement. Alors que c'est l'un des rares joueurs qui est impliqué littéralement des deux côtés du terrain. C'est l'un des rares joueurs qui refuse jamais d'avoir la balle en main. C'est l'un des joueurs qui refuse jamais de défendre. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et j'espère que les Lakers vont se rendre compte de la perle qu'il est avant qu'ils s'en rendent compte à leurs dépens, une fois qu'il aura quitté la franchise pour un Twix et un sneakers, tu vois. Et du coup, voilà. Ok, BI, hop, je note. Et moi, c'est certainement la dernière occasion possible pour le faire. Et c'est donc avec énormément d'émotion que je prononce ces mots. Top, Ivica Zubac. Merci pour tout. Ah, bravo. Ah, ouais. Ah, c'est magnifique. Il beau. a su saisir la deuxième chance qui lui a été proposée en milieu de saison. Il s'est montré efficace offensivement et défensivement, plus que les deux autres tocards qu'on stoppe au poste de pivot actuellement dans le roster. Mais bon, la NBA est un business. La NBA est une grosse salope. Et voilà, adieu Ivica. C'est dommage que Jerry West ne voulait pas Chandler à la place. Ah ouais. On se demande pourquoi. Flop, messieurs. Bon, alors là, putain, c'est pas ça qui manque. Hein. Adrien, alors, Sinas a du choix, Adrien, on commence par Adrien. D'accord, ok. Alors moi, je vais mettre mon choix numéro 1, c'est une interrogation. Il n'est pas plus floppable qu'un autre, mais c'est KCP. Qu'est-ce qu'il devient en fait? Non, mais c'est vrai. Il met plus. Enfin, parfois il met des paniers, parfois il en met plus. En défense, c'est un peu. Oh, il s'est fait fumer hier à un moment donné sur le déplacement juste sans ballon par Butler. C'est assez embarrassant. Hein. Alors qu'il est supposé être très rapide, tu peux pas te faire prendre de vitesse par Butler, c'est possible. Bref. Non, mais oui, grave. Donc je sais pas. Je m'interroge donc sur sa constance et donc du coup pourquoi est-ce qu'il prend toutes les minutes de Josh? Moi je comprends pas. Oui. Donc je floppe. Lance, clairement. Lance Stephenson, ça fait combien de temps qu'il a pas joué un bon match pour les Lakers, qu'il a joué un bon match pour les Lakers là? Pour moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il a été bon avec nous, quoi, tu vois. Du coup, non, ouais, moi Lance, en fait, si tu veux, quand je commence à jouer de la guitare là. Ouais, ah oui, c'était contre. Il joue souvent de la guitare, mais. Les Mavs. Les Mavs, oui, les Mavs. Oui, les Mavs, bien vu. Moi, en fait, en fait, si tu veux, le petit jeu de Stephenson m'épuise quand on se fait malmener. Ce qui a quand même été plutôt récurrent là dernièrement. Quand je me lève la nuit, que je regarde un match des Lakers et que mon équipe se fait éclater et que derrière t'as Lance Stephenson qui commence à faire sa merde, tu vois, c'est vraiment le moment de trop. C'est vraiment la goutte d'eau. Et donc, pour moi, non. Pour moi, c'est mort. Pour moi, ça suffit. J'en ai marre de ce mec, il commence littéralement à me burner. Du coup, Lance Stephenson. Je vais partir sur Tyson Chandler. Ouais, de toute façon, ça allait être Chandler, sinon, donc, ok. Ouais, qui nous a fait un bon début de saison. Et je pense qu'on a pigé tout ce qu'il y avait dans le réservoir, et là, c'est fini. Là, il faut. Là, la 106, tu la mets au fond d'un champ, tu commences à allumer, et puis il va cramer. C'est fini, il n'y a plus rien. Ah, c'est terrible. Attends, sur le buzz orbiteur de Rondo, c'est quand même lui qui fait encore une fois la claquette. Hein, Oui, en fait, t'as le joli air rebond de Horford. Après, t'as la claquette de Chandler et qui arrive dans il a pas fait exprès, mais à tout moment, il veut la mettre dans le panier, lui. Hein. Je sais pas. Hein. Oh, putain. Bon, messieurs, un mot de la fin. Écoutez, rapido, merci à tous. On a fêté les 14 000 followers là, il y a très récemment. Hey. Et ouais, le soutien est de plus en plus grand toujours. Ça fait vraiment plaisir. On est déjà à 14,3 000 abonnés, donc c'est vraiment cool. Merci à tous, merci pour vos feedbacks. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Là maintenant, je le vois sur le nombre de réponses au tweet, le nombre des gens qui like nos tweets et tout. C'est vraiment incroyable. Et du coup, voilà, merci à tous.
Rien. Ouais, moi juste un petit remerciement pour les gars de QI Basket qui m'ont encore une fois permis d'emprunter leur colonne pour y rédiger un petit article. Merci les gars. Que je vous invite à aller lire si ce n'est pas déjà fait. Et moi, ce sera un petit merci à notre ingé son qui va encore se débrouiller pour produire un podcast et pour que vous puissiez l'écouter. Entre deux hentai. C'est vrai, merci Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Ciao, ciao.